Le sexe est l'une des fonctions essentielles du mariage. C'est ce que l'on entend souvent dire. On dit aussi qu'une sexualité épanouie permet de solidifier le couple. Mais que dire lorsque ça se passe très mal ou que le sexe est quasi inexistant de la relation ? Impuissance, incompatibilité sexuelle, baisse de la libido, autant de cas de figure qui peuvent plomber l'amour. Et on va en parler justement sans tabou dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Restez avec nous, ça commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Hello, hello Aurélie. Salut. Alors on est un petit peu toute seule sur ce gros plateau aujourd'hui. Je t'ai dit, t'étais où d'ailleurs toi? Tu nous as abandonnés pour faire le show, hein? Fallait que je vois la famille un petit peu, En tout cas, t'as bonne mine. Merci beaucoup, je me suis reposée. Ouais. Ça fait du bien. Oh, je t'envie. Bientôt, Aurélie. Bientôt, Aurélie. Bon alors, aujourd'hui on parle de sexualité. Ah. Plus précisément de sexualité dans le couple, et plus précisément dans le couple marié. Alors, ce qui peut paraître évident pour beaucoup de personnes, parce qu'on se dit quand on choisit quelqu'un, on se met avec, en réalité, ça coule de source. Mais pas forcément. Bon, déjà, ça peut couler de source et après ne plus couler de source. Et puis parfois, dès le départ, ça ne se passe pas bien. Alors, à ton avis, est-ce que quelle place ça a, la sexualité dans le mariage? Alors écoute, forcément que ça a une place essentielle pour un couple marié. Je pense que c'est une des conditions, même souvent sine qua non de la bonne entente du couple. Quand monsieur rentre du travail, qu'il est fatigué, il faut bien que madame le détende, n'est-ce pas? Ou vice-versa d'ailleurs. Ou vice-versa, voilà. Vice-versa, bien sûr. Mais ça peut arriver, comme tu l'as dit, qu'il y ait des couacs, que je pense qu'au fur et à mesure que les années passent, la libido diminue ou la monotonie s'installe, etc. Donc, ça peut devenir un problème pour ceux, en tout cas, qui en font une priorité. Mais je pense qu'il y a des solutions. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution pour ceux qui veulent vraiment maintenir leur couple, qui ne veulent pas divorcer pour cette raison-là. Il y a des solutions pour éviter justement qu'on parte dans l'infidélité, parce que je pense que le problème sexuel emmène forcément comme conséquence l'infidélité. Et on espère qu'au travers de cette émission aujourd'hui, on pourra trouver des solutions pour nos couples en danger, on va dire. En danger. Alors écoute, d'habitude, je suis plutôt optimiste sur plein de sujets. Je pense qu'effectivement, il y a souvent des solutions dans les relations amoureuses, on peut toujours trouver une réponse à ces problèmes. Je pense que pour ce qui est de la sexualité, quand il y a un problème, surtout, on va dire essentiellement de compatibilité sexuelle, je ne suis pas sûre qu'il y ait forcément une solution. Parce que si jamais dès le départ, ça collait pas, parce que parfois on rentre dans un mariage sans vraiment se connaître, ou sans se connaître du tout, je pense que parfois c'est... écoute, ça dépend. En fait. Ça dépend. Il y a certaines personnes qui apprennent à se connaître avant de rentrer dans le mariage. Oui. Donc, effectivement, ils peuvent savoir, comme on dit, il y a beaucoup d'hommes qui disent comment tu peux tester un produit, te marier avant, sans avoir testé le produit, etc. Il y en a, effectivement, qui respectent le vœu de chasteté jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage, oui, beaucoup. Et je pense que moi, par contre, contrairement à ce que tu dis, moi, je pense que même qu'il faut quand même apprendre à... Tout est une question de communication. Si on réussit à échanger et qu'on n'a pas de tabou, parce que souvent, les couples se marient, mais le sexe même reste un tabou entre eux. C'est ça le problème, c'est aussi si on n'en parle pas. Ou alors si si vous venez de backgrounds différents, où la sexualité est tabou chez toi et que l'autre peut en parler, et du coup vous n'arrivez pas à vous entendre. Il faut débloquer, je pense qu'il y a des solutions. Peut-être ne pas aller à l'affront de cette personne pour dire ça je n'aime pas, mais je pense qu'il y a d'autres manières voilées de pouvoir aider la personne à l'orienter. Et si nos invités nous aident... ils vont nous aider, je pense, à trouver des solutions. On va aider nos couples. Alors, justement, avant de recevoir nos invités, on va, comme d'habitude, porter la question sur la place publique. On vous demande quelle est la place du sexe dans le couple marié en particulier. On va entendre quelques-unes de vos réponses. La sexualité occupe une place pas vraiment importante. Voilà. Bon, comme il y a certaines personnes qui ont tendance à être avec une personne juste pour le sexe, voilà. Sinon, il y a certaines personnes... En fait, quand tu aimes une personne, ce n'est pas forcément le sexe. Il faut aller au-delà du sexe. Ce n'est pas trop important, Mais c'est les choses, ça vient. C'est les choses élémentaires. En fait, on se focalise pas trop là-dessus, en fait. Ça vient et puis bon.
Dans un couple, la sexualité occupe une place importante, puisque la sexualité fait partie de l'élément essentiel au sein d'un couple. Donc la sexualité est importante. Elle est importante, mais ce n'est pas quelque chose de primordial, je crois. La première place, comme je l'ai dit, il est très important d'avoir les rapports dans le foyer. C'est ce qui fait le foyer. Voilà, c'est très important. Dans un couple, c'est important. Moi, j'adore, donc c'est important. Voilà. Elle a tenti, elle a tué. Et puis elle, tu sais, elle n'est pas dans Ah non, ces elle est histoires-là. cash, hein. Cash. Ah ouais, direct. C'est la première place ou rien. C'est ça. Alors que l'autre, le jeune, il a dit que ça n'a pas une place importante. C'est vrai que Après, je me demande si c'était sincère. Je sais pas. Mais je pense que c'est important, mais ce n'est pas la seule chose qui fait la base d'un Non, couple. bien sûr, non, absolument pas. Absolument. Là, ce n'est pas la seule chose. Il y a l'amitié, il y a l'entente, il y a les projets qu'on développe ensemble, Les valeurs, complicité, les valeurs. Après, le sexe vient pour agrémenter tout ça. Mais est-ce que ça doit être cause d'une séparation? Peut-être qu'il y a des couples qui vivent pas sans sexe, mais ils font avec, quoi. Je sais pas. Ouais, mais en réalité, il y a des couples qui peut-être voient ça comme quelque chose de beaucoup plus... c'est un Banal, bonus, quoi. de banal, Ouais. et qui vivent pratiquement sans sexe et qui vivent très bien. Enfin, je pense. Oui. Hein. Après, encore une fois, je pense que nos invités vont nous dire si oui ou non, ils sont d'accord avec nos théories. Alors, on va les accueillir justement tout de suite en plateau. Aujourd'hui, nous avons Frédéric Zabi, qui est psychothérapeute de couple, et Jean-Paul Kwame, qui lui est sexologue clinicien, qui vont nous rejoindre tout de suite en plateau. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça va? Super bien. Alors, 2 hommes pour parler de sexualité Deux hommes. aujourd'hui. Vraiment, tu étais dans ma tête. J'étais en train de Tu dire, on pensais la reçoit même des hommes pour chose. parler de ça. Ouais. Alors, C'est bien d'avoir un regard masculin quand même exactement. sur la chose. Ce qui est drôle, c'est que tout à l'heure, dans le micro-trottoir que vous avez peut-être entendu depuis les coulisses, on entendait un homme sur les 3 personnes interrogées qui avait plutôt un point de vue un peu laxiste par rapport à la question. C'est pas si important que ça. Et les 2 femmes qui étaient plus... qui, elles, semblaient dire que c'est beaucoup plus important. Je suis pas sûre que ce soit forcément une réponse genrée, mais on va quand même vous poser la question à vous, à l'un comme l'autre. Quelle est la place du sexe et de la sexualité dans le couple? Ben, merci beaucoup. Je dirais tout de suite, let's break the ice. Brisons la glace. Allons-y. Le sexe, c'est un pilier important du couple. Un pilier important. Pas le pilier. Pas l'un le des. pilier, pour moi, Oui. un pilier. Et il y a des études qui ont été menées qui montrent que l'une des premières causes de divorce dans le monde, c'est bien le problème de communication, pas le problème du sexe. Le D'accord. sexe vient en second plan. Ça veut dire que le sexe, c'est important. C'est très important parce que ça fait l'essence du couple. Hein. Ça fait l'essence du couple, ça fait beaucoup de choses, ça fait le ciment du couple, ça fait, si vous voulez, pas mal de choses dans le couple, mais on peut vivre sans sexe. Jean-Paul? Oui, pour moi, il y a 3 motifs de divorce aujourd'hui. La communication, comme le monsieur l'a dit, communication, ensuite le sexe et l'argent vient D'accord. en 3e position. Donc, pour moi, la sexualité est plus que primordiale. À part les business couples qui s'entendent pour fonder, construire des entreprises, évoluer autrement. Si on se met ensemble pour construire une famille, en ce moment-là, on dira que la sexualité est le pilier du couple. Je ne dirais pas l'un des piliers, est le pilier du d'accord. couple. Parce que, vous voyez, la sexualité est le seul acte qu'on ne peut pas poser avec n'importe qui. Je dirais avec un de ses parents. Ah, ok, oui, d'accord. Voilà. Ce que j'allais dire, sinon, on peut, finalement, si on veut, chacun ses valeurs. Donc, la sexualité étant un acte fort, on ne peut pas se déshabiller pour son père, pour sa mère, pour son frère ou pour sa sœur. Par contre, on peut aller en boîte de nuit avec son frère et sa sœur, on peut envoyer sa sœur laver les habits, aller à la boutique. Donc, quand vous regardez tout ce que une femme mariée ou un homme marié peut faire, il n'y a que la sexualité seulement qu'il ne peut pas faire avec ses parents. Donc, c'est à cause ou bien pour la sexualité qu'on va sortir du cocon familial et aller dehors rechercher quelqu'un qu'on ne connaissait pas pour en faire un mari ou une femme. Alors, messieurs, on va poursuivre la conversation juste après ce reportage préparé par Chèque Bleu qui, justement, explique les différents cas de figure dans lesquels peuvent se retrouver des couples en difficulté.
L'insatisfaction au niveau de la fréquence des relations sexuelles est sans aucun doute l'un des motifs les plus fréquents de consultation d'un sexologue. Selon une étude récente, 80% des amoureux se déclarent satisfaits de leur vie sexuelle lors des 6 premiers mois d'une relation. Quelques années plus tard, 43% des hommes et 55% de femmes déclarent toujours l'être. Et lorsque l'on pose la question au sexologue clinicien Jean-Paul Kwame sur la place qu'occupe la sexualité au sein du couple, il est sans équivoque. Je dirais la première place et la seule place, et ça j'ai l'habitude de le dire de façon abusive, que la sexualité c'est le premier pilier du mariage. Lorsqu'il est bâclé, lorsqu'il n'est pas actif ou satisfaisante, eh bien, c'est le mariage qui vole en éclats. La sexualité du couple est fondée sur le plaisir, l'attachement et l'union. Elle est aussi conditionnée par l'histoire de l'individu, ses influences biologiques, sociales et psychologiques. Et selon le sexologue, il est fondamental que chaque partenaire connaisse dès le début de la relation le rythme sexuel de son ou sa compagne afin d'éviter certaines déconvenues. C'est de là qu'on va parler de compatibilité ou d'incompatibilité. Et moi, je le dis tout le temps dans mes conférences, dans mes émissions, lorsque vous draguez, lorsque vous avez une femme pour la draguer, ou madame, lorsque quelqu'un vient vous draguer, ne voyez pas la sexualité comme un élément tabou. Au même titre que l'argent, posez des questions. Combien de fois tu aimes faire l'amour dans la semaine? Combien de fois tu souhaites qu'on te fasse l'amour dans la semaine? C'est important. Parce qu'on se retrouve là, marié depuis 2 ans, et l'autre ne veut pas de la sexualité, l'autre est hyper actif. Autre point important, la sexualité ne devrait pas être un sujet tabou entre les conjoints. Si vous êtes hyper actif et que vous mariez une femme qui est hypo-active, eh bien, au lit, ça va poser problème. Apparemment, vous serez un couple très heureux parce que vous vous entendez sur tous les autres points. L'éducation des enfants, vous-même, vos points de vue, je dirais l'argent dans le couple, comment s'organiser pour sortir, pour voyager, tout ça. Vous allez vous entendre sur tous ces points-là, mais sauf la sexualité. Et là aussi, la sexualité étant l'un des piliers élémentaires du couple, eh bien, si ce pilier-là n'existe plus ou n'est plus alimenté, on imagine ce qui peut advenir du couple. Panne mécanique, insatisfaction sexuelle, libido quasi absente. Autant de problématiques sexuelles auxquelles de nombreux couples sont confrontés à un moment ou un autre dans leur relation. Toutefois, beaucoup avancent que plus les rapports sont rapprochés et fréquents, plus l'envie demeure et croît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant ? Alors Jean-Paul, oui. On a bien entendu votre point de vue sur la question qui est sans équivoque. Tout à l'heure, tous les deux, messieurs, vous parliez de la sexualité comme de quelque chose d'important. Alors, la question déjà que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on entend par sexualité importante ? Enfin, comme chose importante. Est-ce qu'on parle de la sexualité, c'est-à-dire le fait d'avoir des rapports sexuels, ou est-ce qu'on parle de la qualité des rapports sexuels ? Parce que j'imagine qu'on n'a pas forcément la même perception. Peut-être Aurélie et moi n'imaginons pas la chose de la même manière, ou peut-être même vous. Oui. J'ai parlé de sexualité active et satisfaisante. D'accord. Active veut dire quoi ? Ça doit se passer quand on a envie. Un peu comme la nourriture, on mange quand on a faim. Souvent, on mange juste par... Comme ça. Parce qu'on s'ennuie. Gourmandise, oui. Voilà. Donc, active veut dire au moins 2 ou 3 fois. C'est la norme. 2 ou 3 fois, c'est la norme ? 2 ou 3 fois par semaine. C'est la norme. C'est ce que la sexologie préconise. D'accord. Mais il y a des couples qui vont jusqu'à 9 fois. Ça, c'est leur norme. Du couple. Voilà. D'accord. Donc, ça peut se faire 4 fois. Mais quand l'autre va demander en vain, ça va créer de la frustration. Donc, ça doit être active. Et satisfaisante veut dire qu'on doit être sûr que l'autre est content de l'acte qu'on vient de poser. Et c'est là la difficulté. C'est pour ça qu'il faut faire un briefing. Et je le dis tout le temps, sur ce plateau, je l'ai dit plusieurs fois, il faut faire un briefing après chaque rapport sexuel. Savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a pensé de... Mais justement, vous avez parlé tout à l'heure du problème de communication. Et vous savez qu'en Afrique, ce n'est pas évident. Est-ce que justement ce problème de communication est culturel ? Parce que je sais qu'en Europe, c'est beaucoup plus facile de parler de problèmes sexuels pour dire, bon, moi, je veux telle position. Mais ici, c'est bien, mais il manquait ça. Voilà. En général, les femmes sont un petit peu, entre guillemets, soumises et elles suivent un petit peu le rythme de l'homme. Donc, est-ce que, justement, ce n'est pas un problème culturel dans le fond qui crée ce manque de communication ? Justement, c'est un problème culturel. Je l'ai dit à ma dernière émission ici. Quand on a du mal à communiquer sur la sexualité, il faut être
attentionner à ce que l'autre fait. Si vous sentez que l'autre vous caresse assez la nuque, ça veut dire que cette personne attend de vous que vous caressez la nuque. Elle trouve agréable. D'accord. En fait, c'est une sorte d'effet miroir. Oui. Si la dame, elle fait ça, ça veut dire qu'elle veut que l'homme fasse ça. C'est ça. À elle. Et je l'ai dit à ma dernière émission ici, que si vous êtes gêné de parler de vos préférences, de vos demandes, il faut dire, par exemple, j'ai aimé quand tu m'as, par exemple, caressé les cheveux hier. Même s'il ne l'a pas fait. Il va réfléchir, mais c'est une manière d'attirer son attention et lui dire j'aime ça, je préfère ça. Et de partir vers le positif. C'est-à-dire, bien sûr, j'aime bien quand tu fais ça plutôt que tu fais pas assez ça. Mais les reproches, peut-être qu'on va en parler. Ouais. Pour faire les reproches en couple, attention, il faut faire les reproches. Avant de faire une reproche, il faudrait avoir fait déjà 10 compliments. Comme ça équilibre. Voilà. On le vit mieux. Vous vouliez dire quelque chose, Frédéric? Oui, je veux dire que en général, en Afrique, ici, on a un regard un peu restrictif sur la notion de sexualité. On réduit très souvent la sexualité au sexe, au rapport sexuel. C'est ça. La sexualité, elle est beaucoup plus globale. Et il y a tout ce qui entoure. Il y a l'intimité de vie, l'intimité sexuelle. Il y a tous les rapports psychosociaux entre les gens qui fait, en fait, l'enveloppe globale de la sexualité. Mais quand on réduit la chose juste au sexe, on assiste à beaucoup de faux clichés. Et il y a beaucoup de faux clichés dans la société au sujet, enfin, de tout ce qui est rapport sexuel dans le couple. On rentre dans le couple, en général, avec beaucoup d'idées préconçues, de vérités en griffe qu'on entend, de pseudo-mensonges. On rentre dans le couple avec tout ça. Et on s'attend justement à ça dans le couple. Malheureusement, il se trouve que celui à qui on a affaire, c'est un être humain qui a ces deux dimensions. Première dimension, purement bestiale et animale. Deuxième dimension, animal social. Quand on est animal bestial, qu'on reste à cet état-là, qu'on a nourri cet homme bestial, on reste focalisé sur le sexe, sur le rapport sexuel, comme les animaux le font, partout où ils veulent, avec qui ils veulent, et n'importe comment. Ça, c'est l'homme bestial. Mais quand on est homme social, quand on a développé certains prérequis, en ce moment précis, on s'est dit, je ne peux pas tout faire, je ne dois pas tout faire. Celui avec qui je dois faire le sexe, c'est un être humain qui a des besoins différents des miens et qui extériorise ces besoins-là différemment de moi, qui a des envies qui ne sont pas mes envies. Il faut que je m'adapte à la personne. Dans ce contexte-là, la sexualité devient tout un art, toute une science aussi. Et il faut maîtriser ces choses. Malheureusement, on entre dans le couple sans apprendre. Parce qu'on s'est dit, il n'y a pas d'école pour apprendre le sexe. Et quand papa et maman daignent nous parler de sexualité avant qu'on entre dans le mariage, c'est juste pour nous donner quelques informations, pour nous dire, mon fils, tu sais, quand tu auras 14 ans, que tu vas avoir des poils sur ton pubis, etc., tu seras devenu un homme, et avec ça, tu pourras engrosser une femme. C'est juste l'information qu'on me donne. Mais comment on donne du plaisir à une femme ? Mon père ne m'en parlera pas. Ah, ça, c'est sûr. C'est clair. Et dans les deux sens, hein, je pense que c'est aussi pour la fille, non ? Absolument. Si je ne me trompe pas. Absolument. Alors, du coup, ce qu'il faut faire, c'est avoir eu ces conversations avec ses parents pour pouvoir comprendre et du coup aborder la sexualité autrement. Ou est-ce qu'on peut apprendre en étant adulte ? Plusieurs canaux. Premièrement, l'idéal serait qu'on en parle avec les parents. Mais malheureusement, on est dans un contexte culturel qui ne favorise pas le dialogue sur la sexualité ici. Donc, l'idéal serait d'aller vers la connaissance. Parce que la connaissance, elle ne viendra pas forcément à nous. D'aller vers la connaissance. Apprendre dans les livres, apprendre dans les vidéos. Pas dans les films pornographiques. Non. C'est le mauvais instructeur, le plus mauvais instructeur, malheureusement. Beaucoup de gens regardent les films porno et s'identifient à ça. Vous ne conseillez pas du tout. Hein. C'est le plus mauvais instructeur. Pourquoi ? Parce que tout y est faux, pratiquement. Tout y est faux. Les rapports sexuels ont une durée chez les hommes normaux. Oui. Alors que dans le film pornographique, ce n'est pas le cas. Un rapport sexuel pour un homme, c'est-à-dire que je parle du coït, la pénétration et le mouvement de va-et-vient, ça dure en moyenne 3 à 5 minutes chez un homme. Un homme normal. Ça peut aller au-delà, mais ça, c'est vraiment des cas plus ou moins exceptionnels. Donc, l'homme normal, je ne parle pas des préliminaires et tout ça, mais je parle de l'acte du coït en lui-même. Il ne dure pas plus de 5 minutes. Pour certains, il va jusqu'à 7 minutes, 9 minutes, mais rarement au-delà de ça. Alors que chez la femme, c'est totalement différent. C'est entre 15 minutes
et 35 minutes, voire 40 minutes pour arriver à l'orgasme. Alors déjà, il y a un problème. Il y a un problème, c'est-à-dire que physiquement, déjà, on n'est pas au diapason. Et là, ça fait que la femme, souvent, certaines femmes en ressortent frustrées parce que l'homme, on va le dire, hein, très terre à terre, l'homme jouit plus vite que la femme. La femme, elle est restée. Donc, qu'est-ce que vous, en tant que professionnel, vous pouvez conseiller pour faire justement, pour dire à ces hommes qui, malheureusement, peut-être s'y prennent mal, comment est-ce qu'ils doivent faire pour satisfaire la femme? C'est déjà 20 minutes de préliminaire. 20 minutes de préliminaire. Ça, c'est le maxi. Il y a des femmes qui peuvent... Je pense que ça va faire jaser. Ils vont dire 20 minutes à chaque fois. Et puis, quel genre de préliminaire? Il faut bien préciser, parce que quand on dit préliminaire, les hommes, ils pensent toujours un petit peu au bas de la culotte. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc, quels sont ça peut être ça et autre chose. Le préliminaire, c'est déjà les mots doux, n'est-ce pas? Les mots. Et il faut se comprendre que la sexualité, ce n'est pas au moment où on se déshabille et on passe à la pénétration. Non. La sexualité se prépare au cours de la journée. Vous avez envie de votre femme, vous avez envie de votre mari. Envoyez-lui un texto. Pour lui un en texto parler. du genre, sexy, j'ai quoi. pas porté de culotte ce matin. C'est un monsieur qui va... C'est vrai que en fait, il faut sexy. qu'on ait l'impression qu'il y a toujours un peu de la séduction, Oui, qu'on en parle, que voilà. L'autre doit être un terrain à conquérir, à reconquérir à tout moment. Parce que quand il n'y a plus de mystère, eh bien, c'est les disputes. Ensuite, on va droit dans le mur de la rupture. Donc, il est important de voir l'autre chaque fois comme si on devait draguer ou la redraguer. C'est Donc, du coup, les préliminaires, c'est comment? Donc, les préliminaires, ça doit passer par les mots. Les bisous dans le cou. Les études ont démontré que les femmes adorent les bisous dans le cou. Et c'est à partir des bisous dans le cou ou les caresses de la nuque que la femme commence réellement à être excitée. Donc, une femme qui dit qu'elle est super, hyper frigide, qui atteint difficilement l'orgasme, mais commencez à moins l'insulter, parce que aussi dans les causes de la baisse de la libido, je vais vous parler de tout ça. Ouais. Les rapports, monsieur, madame, peuvent faire tomber la libido chez la femme. Donc c'est des mots doux, des caresses, des embrassades, et ce n'est pas forcément de la pénétration. Et je voudrais préciser quelque chose. Le cunnilingus et la fellation ne font pas partie des préliminaires, ce sont des rapports sexuels en bonne et due forme. Oui. C'est perçu comme tel par beaucoup de personnes. Donc c'est bien de le préciser. C'est bien de le préciser, en tout cas. Oui. Donc les préliminaires, c'est tout, sauf la fellation et la pénétration. Fellation et cunnilingus. Moi, je vais ajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire. C'est que le plus important, c'est d'apprendre à se connaître avant d'entrer dans le couple. D'apprendre à connaître ce que c'est que la sexualité et comment ça fonctionne au niveau de l'homme et de la femme. En général, les gens, ils manquent de connaissances. Et donc, quand on rentre dans le couple, ça crée beaucoup de problèmes, là où ça ne devrait pas en créer. En principe, un homme, il n'est pas excité par les mêmes choses que la femme. Et la femme non plus n'est pas excitée par les mêmes choses. L'homme, il est excité par ce qu'il voit. On dit qu'il est visuel, c'est ça? Il est visuel. La femme, elle est excitée par ce qu'elle entend, par ce qu'elle sent. Donc, si vous savez ça, vous avez le comportement qui va avec. Comment je sais que ma femme, je peux me déshabiller, faire un défilé de mots devant elle, ça ne lui dira rien? Ben, je ne vais pas m'attarder sur ça. Après, ça dépend, c'est dans les grandes lignes. Non, je veux dire que je ne vais pas m'attarder sur ça. Quand je sais que elle, c'est ce qu'elle entend, ce qu'elle sent qui va l'emmener à une bonne motivation au plan sexuel, ben, je ne ferai que ça. Enfin, pas que je ne ferai que ça, mais je vais lui en donner vraiment beaucoup. Donc, la première chose, c'est la connaissance. Parce que c'est la connaissance, l'information qu'on donne qui emmène la compréhension et c'est la compréhension qui emmène la transformation. Si on veut obtenir la transformation sans la connaissance, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, déjà, il faut que les gens refassent leur éducation sexuelle ou fassent leur éducation sexuelle. Alors, donc, vous confirmez un petit peu ce que Jean-Paul disait tout à l'heure par rapport au débrief post-relation sexuelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un rapport, on en parle. Moi, je ne suis pas trop dans cette logique-là. Je suis dans une autre logique. Pour moi, le développement de l'intimité de vie est la chose la plus importante qui prépare à une bonne sexualité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, je n'attends même pas d'arriver au rapport sexuel. C'est avant les rapports sexuels que je m'assieds avec ma femme.
Bien C'est-à-dire avant. avant que les rapports sexuels aient commencé dans le couple, ça que vous voulez Non, dire, non, je ne parle pas du moment où, on Vous se draguez, prépare à aller... ouais. Non, au moment où je suis en train de marcher avec ma femme, on est dans un restaurant, je l'invite au cinéma, on va se balader à la plage, on est en train de causer. D'accord. Voilà, c'est pendant ces moments-là qu'il faut parler. que je parle avec elle, que j'échange avec elle pour recueillir le maximum d'informations. C'est D'accord. pendant ce moment, premièrement. Deuxièmement, je dois être hyper observateur. Pourquoi? Parce que la femme, en général, elle a une éducation très pudique. Donc, il y a des choses sur lesquelles elle ne se libère pas facilement. Et souvent, là, il y a beaucoup d'hommes qui attendent que leur femme les guide. Mais pour guider, il faut que moi-même je sache. Alors que souvent, elle-même, elle se méconnaît. Par exemple, tout à l'heure, le frère, il parlait de caresses dans le cou et tout ça, parce que ce sont des zones érogènes. Si on sait que le cou, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses à ces niveaux-là, la nuque également, on comprend. Donc, faut y aller. et ça, il faut qu'elle le sache. Si elle ne le sait pas, elle ne peut pas vous orienter vers ça. Donc, il faut premièrement le savoir et deuxièmement, être très observateur au langage du corps de l'autre. Alors, pour aider ces personnes qui ne le savent pas forcément et qui, au travers de notre émission, pourraient avoir plus d'informations, comme vous dites, c'est la connaissance le plus important, quelles sont les zones érogènes principales des femmes et quelles sont les zones érogènes aussi des hommes? Rapidement, parce qu'après, on va partir en pub. Allez. Je peux dire qu'il y a beaucoup de zones érogènes au niveau, par exemple, de la femme. Et la zone érogène la plus importante et la plus si vous voulez, visible, c'est le clitoris. Malheureusement, on a une très, très fausse idée du clitoris. On pense que le clitoris, c'est le petit bouchon qu'on voit juste là. Alors que le clitoris, il a à peu près la même taille qu'une verge masculine. Seulement, c'est que tout le reste du clitoris est interne. Donc, il faut le savoir. Deuxièmement, il faut avoir des informations précieuses sur cet organe très, très sensible qui n'a qu'un seul rôle. Le rôle qu'il joue, c'est de donner du plaisir à la femme. Mais c'est un organe qui est tellement sensible que quand on dit ça aux gens, ils s'agrippent. C'est-à-dire tout leur focus est sur le pauvre clitoris de la pauvre dame. Et puis, au lieu de faire les choses comme il se doit, ils agressent. Et ça peut irriter, ça peut faire mal. On arrive à l'effet contraire. On veut donner du plaisir, on donne malheureusement de la douleur. Et malheureusement, on a affaire à des gens qui n'extériorisent pas leur douleur. Donc elle est là, elle gémit, et on pense qu'elle gémit de plaisir alors qu'elle est en train de dire que « Arrête, bon Dieu, tu me fais mal !» C'est tout un quiproquo, quoi. Alors, on va continuer avec les zones érogènes, mais comme on est un petit peu pris par le temps, je vous propose de partir en pub et de se retrouver juste après pour continuer. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici. On parle de sexualité dans le couple. Une chose qui est tout à fait essentielle, selon nos invités en tout cas. Il s'agit de Frédéric Zabi, qui donc est psychothérapeute de couple, et Jean-Paul Kwame, sexologue clinicien. Alors juste avant de partir en pub, Aurélie, vous posez des questions concrètes. Quelles sont les zones érogènes et chez la femme et chez l'homme? Vous avez parlé du clitoris, qui peut être à la fois cet organe qui fournit énormément de plaisir, mais si on s'y prend mal, on peut au contraire donner beaucoup de douleur, irriter. Alors que la plupart des hommes s'y prennent mal. Ils s'y prennent mal. On ne fait pas de soins particuliers à des mains et tout ça. Il y en a qui vont manger du choukouya, ils vont avec une femme, et puis bon, voilà. Et donc, ils font très mal à la pauvre. Il y en a qui font ça? Ah oui, oui. Bon, et là, la pauvre... Ça paraît tellement évident. Qui le simule de manière trop agressive, pardon. C'est de tout ça qu'il s'agit. Mais est-ce que c'est seulement là? Moi, je vous laisse terminer. Allez-y, Jean-Paul. Parlons des zones érogènes chez la femme. Nous avons le creux des coudes. Le creux des coudes? Oui, le creux des coudes, le creux des genoux, la nuque, je l'ai cité tout à l'heure, le cou, le clitoris, là on le sait, absolument, et les seins. Les seins. Voilà. Ouais. Et pour certaines femmes, les pieds. Je sais que c'est étrange. Ah bon? Voilà, j'avais oublié. Et même le visage. Même le visage. Et même le visage. Il y en a énormément. Les lèvres. Le visage. Les lèvres. Oui, les lèvres. Oui, c'est vrai. Et après, en fonction de la femme, il peut y en avoir beaucoup plus. Maintenant, chez l'homme, nous avons le pénis qui vient en premier, loin derrière les autres, le dos et l'anus. Ah! Voilà, chez les hommes.
D'accord. Alors ça, c'est intéressant, on va en parler, parce que je pense que beaucoup d'hommes, peut-être que c'est une zone érogène, mais il y a tellement d'interprétations ou d'idées reçues. D'idées reçues sur ce que ça signifie que de ressentir du plaisir au niveau de l'anus, que beaucoup d'hommes ne se laissent pas, finalement, n'osent pas, on est d'accord. Ok. Vous voulez pas en dire plus, ça s'arrête. Si, je peux expliquer. Bon, on a déjà l'homosexualité qui est quelque chose de tabou et qui prête à l'homme viril, rigide, d'être un faiblard, de passer, d'avoir une déviation sexuelle chaque fois qu'on va toucher son anus. Donc, il va... Excusez-moi, je ne sais pas si tu vas dire le mot. Je me croyais en pleine conférence. Voilà. Donc, il va s'interdire des caresses à cette zone-là. Mais quand il ose une fois laisser faire, eh bien, il n'arrête plus. Attendez, moi, le pour sourire bien comprendre, pour bien comprendre, mais même une femme, justement, comment est-ce qu'elle peut réussir à simuler cette partie-là qui est quand même assez... il faut le savoir, c'est pour ça que nous sommes là, je pense. D'accord. Donc, nous portons l'information que l'anus chez l'homme est une zone érogène. Oui, mais il n'y a pas que chez l'homme que l'anus est une zone érogène, chez la femme aussi. Ça dit tout ce qui est terminaison nerveuse, en général, et terminaison veineuse, en général, ça produit du plaisir, un sentiment agréable, ça donne ça. Donc, vraiment tout, même les genoux et tout ça, ce sont des... les seins, ce sont des zones érogènes. Donc, mais ça varie d'un individu à un autre. C'est pour ça qu'il faut apprendre à connaître son ou sa partenaire. Parce que ce n'est pas parce qu'on a dit, par exemple, que les seins sont une zone érogène pour une femme que quand on voit n'importe quelle femme, on tombe directement sur ses seins. Bien sûr. Donc là, on va maintenant dans l'agression. Bien sûr. Pas autre chose. Donc, il faut apprendre à connaître véritablement son ou sa partenaire. Mais il y a l'erreur que les gens commettent en général. C'est de beaucoup se focaliser sur ce qu'ils demandent à la partenaire ou au partenaire. Par exemple... Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ou bien alors, on vient d'avoir des rapports sexuels. Comment tu as trouvé? Pour moi, c'est une question dont la réponse n'est pas toujours sincère. Bien sûr. Il faut pouvoir observer. Pendant l'acte sexuel, il faut ouvrir les yeux. Il ne faut pas faire ça dans le noir et fermer les yeux à tout moment. Il faut pouvoir lire. Oui. Lire, les réactions aussi. Et même les réactions physiques. Parce que finalement, une femme qui est excitée, on le ressent. On le ressent. L'homme, quand il est excité, c'est vrai que sa verge, quand elle rentre en érection, cette verge qui était molle, elle se dresse soudain comme un soldat au garde à vous. Mais chez la femme, c'est différent. On va sentir qu'elle commence à lubrifier, son souffle commence à devenir plus chaud, et ça commence à devenir plus court. Et il faut pouvoir lire ces signes-là et savoir. Donc, quand on sait qu'on est au bon endroit, elle n'a pas besoin de vous dire, ou bien vous n'avez pas besoin de lui dire. Ça se sait, ça se voit. Sauf pour les gens qui délibérément n'ont pas envie de voir. Alors ça, c'est intéressant, ça m'amène à vous poser une question qui est aussi, à mon avis, qui peut poser problème aussi. C'est le fait que beaucoup de couples aussi entrent dans le mariage sans forcément s'être connus physiquement avant. Et dans ces cas-là, il peut y avoir certaines incompatibilités dont on se rend compte alors qu'on est déjà mariés, les choses sont scellées. Alors, est-ce qu'il y a des incompatibilités qui sont, à votre avis, insolvables? Ou est-ce qu'il y a toujours quelque chose une sorte de solution qu'on peut trouver? Moi, je suis foncièrement, par principe et puis par éducation religieuse, je suis foncièrement contre le principe de se goûter avant le mariage. Pour moi, ça ne répond à aucune logique ni sociale ni scientifique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on se connaît dans quel but? Quel est le but dans lequel on va se connaître? Très d'accord. Bon, il peut ne pas être d'accord, c'est son opinion. Mais oui, c'est bien. Moi, je dis, quel est le but? On pose des actes dans un but. Quel est le but dans lequel on doit se connaître? Juste pour se connaître sexuellement. Et quand on se connaît sexuellement, qu'on découvre les zones érogènes de l'un ou de l'autre, qu'on sait la bonne fréquence que l'un ou l'autre peut supporter, est-ce qu'en général, ça empêche les gens de se marier? Je ne sais pas. La question, je la pose. Et je sais que la réponse, elle est négative. Ça n'empêche rien. D'accord. Les gens se marient malgré tout ça. Est-ce que quand on se connaît, qu'on sait que l'autre, celui qui est en face de moi, par exemple, mon homme, il a un pénis qui est très petit, ou bien la femme qui est en face de moi, elle a un vagin qui est très large, etc. Est-ce que ça empêche véritablement les gens de se marier? Non.
ça ne les empêche pas. On découvre juste et puis on continue. Parce que le plus important, non, je le dis, pourquoi ? Je vous l'ai dit au départ, je suis psychothérapeute de couple. Oui. Les gens ils viennent à moi, ils m'expliquent les raisons pour lesquelles ils ont des difficultés de couple. Et très souvent, les problèmes qui les séparent sont beaucoup plus au-delà du sexe. Bien sûr. D'accord. Sont plus au-delà du sexe. Le sexe peut faire partie parce que ça peut entraîner des problèmes d'infidélité, etc. Mais c'est des problèmes qu'on peut résoudre avec beaucoup de communication. Donc il n'y a pas d'incompatibilité sexuelle insolvable. Pour moi, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une incompatibilité sexuelle ? Vous en parliez dans le reportage tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut avoir un hyperactif et un hypoactif ou une. Voilà. Et à ce moment-là, comment on fait ? Si c'est cela la définition de la compatibilité sexuelle, c'est que ça peut se résoudre. Quelqu'un qui est sexuellement hypoactif, mais on peut l'emmener à être hyperactif. Parce que quelqu'un peut être hypoactif parce que la personne a eu la malchance d'avoir des partenaires qui ne savent pas bien la stimuler. Donc, elle développe, si vous voulez, un entrain qui n'est pas très important par rapport aux choses du sexe. Si un jour elle rencontre un partenaire qui est différent, les choses peuvent changer. Donc, on peut changer. Si c'est cela, la compatibilité, on peut changer cette compatibilité-là. Pour moi, l'essentiel est ailleurs. Quel est votre avis, M. Kwame ? Oui, déjà, pour ce qu'il a dit, il a parlé de volet religieux. Moi, je précise que je ne suis pas ici en tant que chrétien, bien que je sois chrétien. Je suis sexologue, donc je m'en tiens à ma formation. Beaucoup. Moi, je reçois pas mal de couples qui se plaignent de la fréquence des rapports sexuels. L'incompatibilité, c'est ça. Ne pas être sur la même longueur d'onde avec l'autre, sur la fréquence des rapports sexuels, sur les positions, sur les pratiques sexuelles. Et même, il y a des personnes qui ne conçoivent la sexualité épanouie, bénie par Dieu, que dans une chambre, après le mariage, et dans un lit conjugal. Ils ne conçoivent la sexualité comme ça, c'est-à-dire le mariage, la sexualité après le mariage. Mais il y a pas mal de déceptions. Juste que pour la reproduction, justement. Voilà, juste pour la reproduction. Ils voient la sexualité juste pour la reproduction. Alors que la sexualité doit être avant tout une partie de plaisir. C'est ce qui va faire tenir le couple. Donc, voilà pourquoi je dis que je ne parle pas en tant que chrétien. Parce que si je parle en tant que chrétien, je vais dans le sens... Donc vous pensez qu'il faut se connaître avant le mariage ? Il faut se connaître. Non, si vous voulez vous connaître, connaissez-vous. Si vous vous entendez, si vous pouvez attendre, attendez. Si vous pensez que vous devez faire l'amour une fois par an, ça, c'est votre norme. Mais quand on oblige des gens à ne pas se découvrir, parce que, après, ça crée des problèmes. Et moi, il y a un pasteur qui m'a posé la question de savoir, est-ce que faire l'amour, c'est-à-dire, chaque fois que les préceptes de la Bible sur la sexualité, qui créent des problèmes après, est-ce que eux, pasteurs, ils n'ont pas une responsabilité ? Je dis, mais si tu interdis quelqu'un, laisse libre cours. Dans tous les cas, même quand tu ne le dis pas, ils peuvent faire une cachette. Sure. Mais laisse libre cours aux gens. Vous leur donnez des conseils et vous laissez leur intelligence les guider. Leur libre arbitre. Oui, parce qu'il y a pas mal de divorces. La plupart, aujourd'hui, on parle de 3 divorces sur 4 à Abidjan. Absolument. 3 divorces sur 4. Vous les voyez, ils se marient en grande pompe. Ouais. Mais quand ils divorcent, c'est en catimini. Donc, il y a pas mal de divorces. Et je dirais à peu près 67% des motifs de divorce, parce qu'à la justice, on met le motif. Oui. Si c'est infidélité, vous mettez. Si c'est sexualité, il y a des gens qui n'ont pas honte, qui mettent sexualité non épanouie. Voilà. Et c'est fréquent. Oui, c'est fréquent. Et quand moi, je travaille avec un magistrat qui m'appelle souvent, viens voir, est-ce que tu peux régler ? Quand j'arrive, je dis non. Bon, on nous a dit de ne pas se découvrir parce qu'on est chrétien. Après, voici ce que j'ai dit. Ça marche pas. Ça ne se lève pas, il n'est jamais en érection. Ou bien c'est une femme qui n'aime pas le sexe. Mais c'est frustrant. Ouais. C'est de là qu'on va parler de compatibilité ou d'incompatibilité. La compatibilité, c'est quand on s'entend. D'accord. C'est-à-dire, nous deux, on est hyperactifs ou hypoactifs. On n'aime pas ou on aime. Mais est-ce qu'on peut trouver un compromis, comme disait Frédéric ? C'est-à-dire essayer de rejoindre l'autre ? C'est compliqué. On peut rejoindre l'autre avec une séance de médiation. Mm-hmm. On peut régler le problème. Mais toutefois, ça reste une frustration pour celui qui en demande un peu plus. C'est quelque chose qui est déjà rentré dans... Oui, parce que l'hyperactivité sexuelle, c'est quoi ? C'est les hormones. La testostérone.
produit par les testicules chez l'homme et par les ovaires chez la femme. Donc, vous n'avez pas demandé à votre cerveau, à vos testicules, de ne plus produire de testostérone. Vous aurez toujours le Mais même désir. vous en voulez. Chaque fois qu'il y a production de testostérone et que vous avez envie, que vous savez qu'en face, ça va créer problème chaque fois que vous allez vers l'autre, mais vous vous sentez rejeté. Donc, ça va forcément créer des problèmes. Et quand on se sent rejeté, on n'arrive même pas à faire la différence entre refuser et être rejeté. Donc, arrivé au moment, puisqu'on est rejeté à répétition, on va se mettre dans son cocon et on n'ose plus aller vers l'autre. Et ça, c'est le début d'un problème. Alors moi, j'ai 2 questions, mais différentes, hein, Anan, si tu permets. Donc, la première question, c'est la taille. On parle souvent de personnes, vous avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ont ces préjugés en disant non, quand c'est petit, ça va, c'est pas chic, quand c'est long, c'est mieux. Ouais. Dites-nous votre avis à ce sujet-là. Est-ce que la taille fait quelque chose? La taille peut faire quelque chose à celles qui pensent que la taille, c'est important. Donc, c'est plus psychologique. D'accord. Voilà. Mais toutefois, je voudrais préciser que la taille, les différentes tailles des pénis, pas de la taille d'un gombo frais à la taille d'un concombre bien formé. Donc, imaginez. Mais est-ce qu'un homme qui a la taille d'un gombo peut satisfaire une femme? Mais c'est quand même, ça se passe plus dans la tête. Là, oui, parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'est pas doté d'un gros pénis, on est foutu, quoi. On n'a pas d'espoir. Il y a une précision qu'il faut faire. Oui. C'est qu'il y a des études qui ont montré que ce sont les 3 premiers centimètres du vagin d'une femme qui sont les plus utilitaires en termes de zones qui donnent du plaisir. D'accord. Donc la profondeur n'a pas d'importance. Voilà, les 3 premiers centimètres. Donc s'il y a un pénis qui a juste 3 centimètres ou qui dépasse juste, qui a peut-être 4 centimètres, ça va, c'est l'utilisation. Et on peut aller dans la profondeur, dans cette zone qu'on appelle la zone de Grafenberg, le point G en général, qui est le lieu où, par exemple, si vous voulez, le reste du clitoris vient se loger là-bas. Donc, ça va stimuler cette partie-là. Pour ceux qui ont un pénis long, en général, c'est là-bas que, quand ils vont, si vous permettez le terme, cogner, ça peut donner quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'amour de façon bestiale. Hein. Et donc, deuxièmement, cette zone-là, elle procure plus de plaisir, non pas en étant stimulée par le pénis, mais en étant stimulée par les doigts. En général. D'accord. Elle produit plus de plaisir en étant stimulée. Ça veut dire encore qu'il faut faire de la manicure. Parce que là, quand on a des ongles... Il faut le dire très fort, ça, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'hommes qui pensent aux soins des mains pour le plaisir de la femme. C'est important. C'est important. Mais alors, ma question, en tout cas, c'est aussi au niveau des femmes qui sont frigides. On sait qu'il y a beaucoup de femmes qui, peut-être qui ont vécu un passé douloureux, soit elles ont été excisées, et il y en a même qui n'ont peut-être pas été excisées, qui ont connu des traumatismes, on va dire, dans le passé. Est-ce que ces genres de femmes-là, je sais que c'est beaucoup plus difficile de réussir, en tout cas, à leur procurer du plaisir. Et qu'est-ce que vous suggérez pour aider justement l'homme dans cette démarche de faire plaisir à ce type de femmes, soit excisées ou soit qui ont connu des passés douloureux? Déjà, il faut préciser que l'excision, aucune étude n'a démontré que l'excision provoque la frigidité chez la femme. C'est plutôt le traumatisme. D'accord. De l'excision. C'est le souvenir douloureux qu'on garde de ce traumatisme-là. Mais il y a quand même aussi la perte d'une partie du clitoris qui peut diminuer un petit peu le plaisir. Oui, mais non. S'il vous plaît, le monsieur a précisé tout à l'heure, le clitoris n'est que la partie émergée de l'iceberg. Oui. Il y a des terminaisons nerveuses. À l'intérieur, je suis absolument d'accord. Et ce qui est à l'intérieur est plus grand que ce qu'on voit. Donc, toutefois... Dans tous les cas, on peut avoir du plaisir. Oui, on peut toujours avoir du plaisir. La frigidité peut faire l'objet de 2 émissions. Ah oui. Tellement... On va peut-être en faire une, Nana. Moi, j'ai envie, si vous permettez, j'ai envie d'ajouter quelque chose sur cette question de frigidité. En fait, il y a beaucoup de dysfonctionnements sexuels qu'on ignore. Et on met tout ça sur le compte de la frigidité. Vous voyez, il y a 4 grandes familles de dysfonctionnements sexuels. Il y a les troubles du désir sexuel, il y a les troubles de l'excitation, il y a les troubles de l'orgasme, et puis il y a les troubles provoqués par des douleurs. Ça fait 4 grandes familles. Et particulièrement chez la femme, pour voir ça, il faut vraiment être attentionné et attentif au langage de la femme. Quelqu'un peut souffrir, par exemple, de troubles du désir sexuel. Ça ne veut pas dire qu'elle est frigide. Elle n'a même pas de désir. Ça peut être provoqué par la prise de certains médicaments. Ça peut être provoqué par un choc traumatique.
Donc, ça, ce choc traumatique-là, il peut avoir été infligé à l'enfance. La personne peut avoir oublié, mais ça reste inscrit dans son subconscient. La personne grandit et elle grandit. Elle-même, si vous lui demandez pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à avoir des désirs vers les gens, elle ne pourrait pas vous donner de réponse. Expliquer. Là, il faut qu'elle ait des séances chez un psychologue clinicien. Voilà. Et donc, il y a premièrement ce trouble-là, où on n'arrive même pas à la phase de l'excitation. On n'a même pas de désir. Et deuxièmement, il y a ce grand groupe-là où on a des problèmes d'excitation. Chez les hommes, c'est beaucoup plus facile à voir parce qu'un homme qui a des troubles érectiles, ça se voit tout de suite, il a une érection molle, ou bien alors il n'a pas d'érection du tout. Donc ça, c'est facile. Mais chez la femme, c'est beaucoup plus difficile à voir. C'est subtil. Parce que c'est vrai, on va le sentir à travers une très très moindre lubrification, etc. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle a des troubles érectiles. Alors que quand le vagin n'est pas suffisamment lubrifié, la pénétration devient très difficile. Et donc, ça crée une psychose. Si elle a déjà été victime de cela une fois, deux fois, trois fois, elle n'a plus envie. Ouais. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle est frigide. Ça, c'est la deuxième catégorie des troubles, des dysfonctionnements sexuels. Il y a le trouble de l'orgasme, où on a le désir, on a l'excitation comme il faut, mais on n'arrive pas à conclure. Et ça se passe autant chez l'homme que chez la femme. D'accord. Alors, effectivement, il y a énormément de catégories de dysfonctionnements sexuels et je pense qu'on ne peut pas rentrer dans le détail de tous ces dysfonctionnements. Alors, juste pour terminer, peut-être, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, qu'est-ce qu'on peut faire quand on traverse une mauvaise passe au plan sexuel, liée à différentes choses, peut-être à la relation qui se détériore par ailleurs, peut-être à des grossesses, peut-être à la fatigue, peut-être au fait que la monotonie s'est installée après plusieurs années de mariage. Qu'est-ce que vous suggérez aux couples que vous rencontrez qui ont ce type de problème-là? Se parler, toujours se parler. Pas se parler au moment des crises, se parler avant les crises, se parler en dehors des crises. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de facteurs. Se parler, s'instruire. Il y a tellement de facteurs qui interviennent dans les problèmes de sexe, avec pas seulement l'importance des activités professionnelles et des activités sociales, mais déjà même avec l'âge, la sexualité prend un coup. Bien sûr, la libido baisse. Et il faut le savoir. Ouais. Il faut savoir comment ça se passe. Donc quand ça intervient, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un. Si par exemple, j'ai une femme qui commence à rentrer dans sa 45e année, dans sa 46e année, et puis je constate que désormais, il n'y a plus une bonne tonicité au niveau du vagin, il n'y a plus une bonne lubrification. Quand je constate ces choses-là, je ne peux pas tout de suite dire c'est parce qu'elle est infidèle, elle doit avoir sûrement des relations hors du mariage. Non, je dois comprendre. Quand par exemple, un homme arrive au démon de midi, il faut le savoir, comment ça se manifeste et tout ça, il faut le savoir. Il faut continuer à s'éduquer aussi en fonction de son âge. De façon permanente. D'accord. Donc, s'éduquer, se parler. Ah, chérie, j'ai remarqué que habituellement, ça se passe de telle façon, mais là, actuellement, les choses ont changé. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi pour que je puisse t'apporter une aide. Je ne le ferai pas en termes de reproche. Non, ça, plutôt en termes de... Voilà, ça dit qu'il faut apprendre les prérequis de la communication efficace dans le couple. Ça aussi, ça pose un problème. Quand on ne sait pas communiquer, on arrive à des dysfonctionnements. Donc, c'est un peu cela. Ouais. Jean-Paul? Oui. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a que la communication. Communication, communication, communication. Ça veut dire quoi, communication? C'est bateau de parler de communication. Ça veut dire qu'au quotidien, vous dites ce que vous avez sur le cœur, que ce soit en bon ou en mal. Si vous avez des frustrations, il faut l'exposer. Vous discutez. Si vous avez aimé quelque chose, chez votre homme, chez votre mari, chez votre femme, il faut le dire. Beaucoup de couples n'aiment pas, préfèrent réprimander que de lancer des satisfecits. Donc on est avant satisfecit, mais on est très riche en reproches. Et ça, ce n'est pas bon. Donc il faut parler, réfléchir et trouver des solutions ensemble. Merci beaucoup à tous les deux. Je pense qu'on aurait pu parler davantage de tous les cas de figure dans lesquels la sexualité pose problème. Et peut-être qu'on le fera à l'ordre d'une autre émission. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous. Vous surtout, ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants. Ce sera juste après une courte page de pub.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici. Les Femmes d'ici, c'est du lundi au vendredi à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne, donc le numéro 4 de la TNT et numéro 204 du bouquet Canal. C'est maintenant l'heure de notre petit portrait du jour qu'Aurélie va nous présenter. Et oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, focus sur une jeune femme entrepreneur qui a décidé de faire de la commercialisation de farine artisanale infantile. Son cheval de bataille est de créer des produits entièrement naturels et faits de manière artisanale, et ce, depuis la fabrication jusqu'à l'emballage. On vous en dit plus dans ce portrait de Ama Atta, signé Karine Kassi. Faire du profit, c'est l'objectif de tout entrepreneur. Mais le commerce d'Ama s'apparente à du social. C'est pas tout le monde qui a l'argent pour aller au supermarché, pour aller payer les farines infantiles. Et pourquoi ne pas mettre cela à la disposition d'autres mamans aussi qui sont dans les besoins. Ici, tout est bio. Ama n'utilise que des produits locaux. Du traitement à la transformation de ses matières premières, tout se fait de manière artisanale. On est sûr plus ou moins de la provenance. Et on sait que ça fait plus naturel par rapport à ce qui est importé. On ne sait pas dans quelles conditions on nous importe et tout. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le riz local. Tout ce qui est naturel est forcément bon. Ça, c'est le mil à l'état brut, très sale. La raison pour laquelle, quand les mamans n'ont pas confiance, elles n'achètent pas, parce que si la personne ne prend pas son temps pour bien traiter, ça sera rempli de cailloux. En travaillant dans ces conditions, cette diplômée en finance comptabilité est consciente du risque qu'elle prend vis-à-vis de ses clients, constitués en majorité de femmes. Mais ces dernières préfèrent cette transformation des produits, à commencer par sa voisine qui lui voue une confiance aveugle. Elle a aussi des enfants comme nous. Donc je sais que c'est par amour et qu'elle le fait. Par amour. Donc tu ne veux pas comme ça. Tu sais que c'est quelque chose qui te rapporte. Quelque chose qui te donne à manger. Donc tu ne vas pas comme ça à la hâte le faire. Je sais que tu vas prendre soin de faire ces produits pour que demain, les consommateurs plus en demander. Pour écouler sa marchandise sur le marché, Ama utilise pour l'instant les réseaux sociaux et le bouche à oreille, des techniques qui produisent des résultats moyens. Ma boutique, ça se trouve à la maison. Voilà. Je vends généralement, si on veut dire, intégralement même en ligne. Voilà. Je vends en ligne. Quand j'ai des commandes, les livreurs ils viennent chercher. Et aussi à l'église. À l'église aussi. À l'église aussi, les mamans qui accouchent là, elles prennent aussi avec moi. Et mes voisines aussi, comme celle-là, dont je prie pour que toutes les mamans puissent tomber enceintes. C'est ma prière tous les jours. Parce que plus il y a des bébés, plus nous on gagne. Aujourd'hui, Ama décide de professionnaliser son activité, à commencer par les emballages. Quand on met la farine dedans, quand on ferme, ce n'est que le propriétaire seulement qui peut ouvrir. Parce que ce que nous avons là, tout le monde peut ouvrir. Donc pour plus de confiance, j'ai acheté de nouveaux emballages. Donc à la prochaine production, par la grâce de Dieu, on aura un nouvel emballage avec des étiquettes que j'ai déjà fait confectionner, qui sont là, qui seront plus professionnels que ceux-là. Bonjour Ama. Bonjour. Aurélie. Bienvenue sur le plateau des Femmes d'ici. Merci d'être avec nous. Et félicitations pour ce que vous faites. Merci beaucoup. J'imagine que ce n'est pas évident. Ouais. On a vu qu'il y a énormément de travail effectivement qui est déployé et finalement que vous êtes encore au stade d'une petite structure. Ça ne doit pas être évident de distribuer vos produits et aussi de pouvoir prendre de l'ampleur. Alors pourquoi avoir choisi en particulier de vous focaliser sur la farine infantile ? Bon, voilà, j'ai choisi de produire la farine infantile parce que tout est parti de mon premier bébé, voilà, mon premier accouchement. Lorsque j'ai accouché, il y a une maman qui m'a conseillé cela. Voilà, elle a fait d'abord pour venir me donner et puis elle m'a montré comment on fait et que bon, c'est plus naturel, c'est plus sain et puis c'est plus économique. Voilà. Voilà, donc quand j'ai commencé à donner à mon bébé, elle a aimé. Et puis moi-même, je me suis inspirée de ce qu'elle a fait. Elle a fait les trucs monotones pour m'envoyer. Donc je me suis inspirée de ce qu'elle m'a envoyé là pour créer d'autres saveurs. Et mon bébé aimait bien, elle grossissait. Je voulais même vous envoyer une de ses photos quand elle était toute petite. Il fallait. Oui, j'avais oublié. Donc elle a pris du poids, elle était vraiment en bonne santé. Voilà. Et mon deuxième bébé aussi, pareil. Mon troisième bébé aussi, pareil. Et je travaillais dans une institution de la place
J'ai fait quelques années et après, j'ai pris un peu de recul. J'ai dit à mon patron que je vais démissionner pour m'asseoir, pour réfléchir un peu à ce que je veux faire encore à la longue. C'est comme ça que j'ai démissionné et puis j'ai commencé un peu. Vous avez parlé d'économie. Est-ce que le fait de fabriquer de manière artisanale revient moins cher que d'acheter finalement des pots ou des laits au supermarché? Comment ça se passe en général? Bon, ça revient moins, quand je dis moins cher aux consommateurs. Moins cher, c'est plus moins cher. Quel est le coût d'un pot de, je ne sais pas... Bon, le 300 grammes, je fais le 300 grammes, le pot à 1000 francs. À 1000 francs? À 1000 francs. Et puis, voilà, il y a d'autres qui sont à 1500 parce que ça dépend des ingrédients que nous mettons. En fait, l'idée, c'était justement de faire en sorte que beaucoup de femmes puissent avoir accès à votre farine, beaucoup de femmes puissent avoir accès parce que je me dis que tout le monde n'a pas forcément les moyens. Oui. Voilà. Et puis, plus c'est naturel, même plus c'est sain et puis bon, c'est bon quoi pour le bébé. Ce qui m'a touchée dans ce reportage, c'est de voir qu'effectivement, vous avez créé un lien de confiance. Bon, peut-être que c'était votre amie, la femme qui était dans le reportage, non, mais pas forcément mon amie. mais effectivement, c'est ce côté, vous êtes mère et donc du coup, vous comprenez le fait que c'est essentiel de savoir ce qu'on donne à son enfant. C'est quelque chose de sain. Et vous voulez pouvoir donner cette possibilité à d'autres femmes. À d'autres parents aussi, qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter les autres farines de la place. Et qu'est-ce que vous utilisez en général? Je vois qu'il y a plusieurs modèles, plusieurs tickets. Qu'est-ce que vous utilisez comme produit naturel? Quelles sont les différentes orientations? Les différentes variétés. Variétés. Voilà. Bon, j'ai fait d'abord le riz pur, le maïs pur, le soja que tout le monde connaît. Il y a le blé, c'est vrai, c'est importé, mais d'autres enfants mangent. Il y a le blé, il y a le sorgho aussi que je fais. Et puis, je fais aussi des compositions, le riz quaker biscuité. Je fais du blé au beurre. Je fais du blé. Qu'il y ait des goûts différents pour les enfants. Voilà, pour que les enfants puissent ne pas être franchement dégoûtés. Parce qu'à chaque fois, manger la même chose, ça risque de dégoûter. Donc, il faut plus de parfum. Voilà, parce que les enfants aiment beaucoup les parfums. Vous-même, vous savez. Donc, j'ai fait le riz quaker biscuité. Ça, c'est ce que les enfants aiment beaucoup manger, à cause du biscuit qui est à l'intérieur. Et puis, le blé au beurre, le blé biscuité. Je fais du multicéréales. Ça a l'air très bon, tout ça. Oui, le multicéréales est à base de 5 céréales. D'accord. 5 céréales. Après, si vous décidez d'agrandir votre activité, est-ce qu'en termes de coût de production, ça ne va pas vous poser de problème? Parce que là, je sais que c'est encore une petite unité, mais est-ce que ça ne va pas nécessiter peut-être d'augmenter un peu? Comment vous allez faire pour rester justement compétitif? Effectivement, c'est notre souci qui est là, parce que nous fonctionnons sur fonds propres. Voilà, notre fonds de commerce n'est pas aussi grand, donc du coup, nous produisons pas trop en grande quantité. Voilà, mais bon, on espère que par la grâce de Dieu, d'ici là, on pourra avoir un bon fonds et puis on va produire en grande quantité. D'accord. Donc il vous faudrait du capital pour pouvoir il faudrait augmenter et puis prendre en termes d'échelle pour pouvoir faire plus gros. Est-ce que vous avez approché quand même des institutions pour vous aider? Est-ce qu'ils ont compris votre démarche? Est-ce qu'ils vous suivent ou pas? Ou est-ce que c'est difficile encore? Pas encore. Même qui avait fait un petit peu finance. Pas encore. Bon, écoutez, avec peut-être cette émission, peut-être qu'il y aura des personnes qui vont s'intéresser à votre produit et qui vont vouloir investir, on ne sait jamais. Juste une petite question aussi technique. Alors, pour les farines infantiles que vous proposez, c'est à partir de quel âge ou jusqu'à quel âge? Logiquement, à partir de 6 mois. D'accord. À partir de 6 mois jusqu'à 3 ans, même au-delà. D'accord. Même au-delà, parce que même nous-mêmes, on peut en prendre pour nos petits déjeuners. Oui, c'est pas mauvais en réalité, c'est très bon. Ouais. Voilà. D'accord. Mais c'est bien pour cette période-là de l'enfance, parce que c'est bon pour la croissance. Ça permet à l'enfant de bien digérer, ça permet à l'enfant d'être bien calé, c'est-à-dire entre ses biberons. Si à chaque fois, il faut que l'enfant pleure parce qu'il n'est pas rassasié, voilà, avec le biberon, c'est un peu plus consistant. C'est ça. Et puis, il y a des vitamines, des minéraux et du fer. Il y a un contact pour ceux qui veulent en acheter? Oui, j'ai un contact. Allez-y, donnez-le. Oui, c'est le 07 08 86 69 53. 07 08 86 69 53. Super. Ils ont l'information. Merci beaucoup, Amma, d'avoir été avec nous. Merci, je vous en prie. Et on vous souhaite tout le courage dans votre entreprise. Merci. Bonne continuation. Merci à vous beaucoup de nous suivre. Surtout, restez avec nous pour la toute dernière partie de cette édition des Femmes d'ici. On se retrouve dans quelques instants. Bienvenue
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour cette toute dernière partie de cette édition des Femmes d'ici. Alors, on va partir en détente, comme c'est la fin, ou la fin approche à grands pas, et on va passer à ce moment où on vous partage ces sons, ces musiques, qui nous font plaisir et qui nous mettent bien en ce moment. C'est le son qui met bien. T'es prête ? Je suis prête. Tu vas être un peu surprise de mon choix aujourd'hui. Parce que c'est pas à mon habitude. Non pas que j'aime pas le coupé décalé ou la musique ivoirienne, non, j'aime beaucoup. C'est juste que j'en écoute pas autant que d'autres genres. Ouais. Mais comme, je crois que c'était Kadi il y a pas longtemps qui a partagé une chanson de Kérosène. Oui. Et je me suis dit, allez, je vais aller explorer davantage tout simplement sa discographie. Et donc, du coup, cette chanson m'a beaucoup plu. Et donc, c'est mon son en ce moment. Kérosène, Dieu sur terre. On va l'écouter. Eh ben, dis donc. Non, mais en réalité, déjà, j'adore sa voix. Très étonnant. Anan. Bah déjà, j'aime trop l'autre, là, Abidjan Puissance, je l'adore. Ah, ça Non, j'adore cette chanson. C'est vrai. C'est une belle chanson. En général, c'est positif. C'est une belle chanson, j'avoue. Ouais. Très belle chanson. Ah, donc c'est pour dire quoi, c'est pas, parfois je fais des trucs non américains, ça arrive. J'aime la musique ivoirienne aussi, voilà. En tout cas, vraiment, c'est très étonnant, mais tu as fait un bon choix quand même. C'est une belle chanson. J'aime bien le clip aussi, je trouve que c'est joli, c'est bien. Qui met en valeur nos mamans, parce que sans nos mamans, qu'est-ce qu'on serait sur Terre, vraiment. Bisous à elles. Bisous à toi, maman. Les mamans, en général. Et d'ailleurs, c'est bientôt la fête des mères. Eh oui. Très bientôt. Eh oui. Bon, allez, à mon tour. Alors, moi, je reviens un petit peu en Naija, parce que c'est vrai que souvent, je suis un petit peu... Toi, tu vas un peu partout. Je vais dans tout, même. Voilà, sauf le hard rock. Mais pour aujourd'hui... le métal et le hard rock. Ouais, métal, tout ça, là, je suis pas dedans. Elle écoute même du turc. Par contre, j'écoute du... Oui, du turc. Par contre, le rock, oui, mais le rock léger, tu vois, genre Linkin Park ou voilà, Red Hot Chili Peppers, tout ça. Bref, aujourd'hui, on est au Nigeria avec le dernier son de Davido. Je pense que c'est le dernier, en tout cas, je l'ai écouté récemment. C'est le Davido avec C-Keg. On appelle ça Lala. Je connais pas d'ailleurs. Midi, quand il fait beau, ça, tu pars à la plage, tu écoutes ça, franchement, tu es relax. De bonne humeur, exactement. De bonne humeur. Et même pour un lundi matin, pour ceux qui sont toujours un peu grincheux, là, écoutez ça. Dans la bataille, ou disons dans le débat Wizkid Davido, tu te places où, toi? Écoute, j'aime bien Davido, mais j'ai une préférence, je préfère Wizkid. Ouais, moi aussi. J'aime bien les sons de Wizkid, je trouve que, voilà. Mais si je pense qu'ils sont bons tous les deux, et Davido chacun est fait bon, son hein, truc. celui, même avec, comment il s'appelle, il a fait un featuring avec la chanteuse américaine Summer Walker. Ouais. C'était pour moi un de mes préférés. Mais Wizkid, quoi. Moi aussi, préférence pour Wizkid, mais je crois que c'est vraiment plus subjectif qu'autre chose. Parce qu'en réalité, ils ont tous les deux énormément de talent. Mais c'est une préférence, peut-être même pour je pense que la voix de Wizkid me parle un peu plus. Quoi qu'il en soit, c'était nos sons qui met bien du jour. Alors, comme d'habitude, on vous invite aussi à partager avec nous les sons qui vous mettent bien. N'hésitez pas à le faire à travers nos pages sur les réseaux sociaux, donc la nouvelle chaîne ivoirienne, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. On pourra peut-être très prochainement partager vos musiques. On se retrouve pour un tout nouveau numéro des Femmes d'ici dès demain. Excellente fin de journée à vous.